29 août 1949. 4 ans à peine après la bombe américaine, l'URSS procède au tir de sa première bombe atomique. Le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle l'URSS a réalisé la bombe. Ce résultat, obtenu avec une si étonnante rapidité, Staline le doit à un formidable plan d'espionnage au cœur même des États-Unis. Avec une efficacité redoutable, il lui a permis de récupérer toutes les découvertes nucléaires du projet Manhattan. Le succès de cette gigantesque opération repose sur les prouesses d'un personnage hors du commun, une femme dont l'exploit est resté secret jusqu'à aujourd'hui. Les secrets de la bombe américaine, c'est moi qui les ai livrés à mon pays. Et le plus incroyable, c'est que je ne les ai pas volés, mais je me les suis fait donner. C'est mon histoire et je peux la raconter en détail, au risque de mettre en cause des personnalités célèbres. Mon histoire a rejoint la grande histoire en octobre 1941, en pleine guerre mondiale. Le 22 juin 1941, Hitler ouvre son front de l'Est et 3 millions de soldats allemands envahissent le territoire russe avec l'objectif d'anéantir l'armée rouge. 3 mois plus tard, les Allemands sont aux portes de Moscou. Dans la nuit du 12 octobre 1941, Staline demande à voir Vassili Zaroubine, le mari d'Elisabeth, lui-même un important agent soviétique. Staline lui signifie de partir immédiatement avec sa femme en mission aux États-Unis. Mon père m'a raconté à plusieurs reprises qu'il avait rencontré Staline. Staline lui a défini le domaine central de sa mission, le renseignement politique. Sa mission principale, d'après ce qu'il m'a raconté, était d'empêcher les États-Unis de conclure un accord séparé avec l'Allemagne. Ce qui éveillait beaucoup l'intérêt, à part les questions politiques, c'était les questions militaires et techniques. C'est à ce moment-là qu'en URSS a été mis en œuvre ce qu'on appelait le renseignement scientifique et technique. Parce que les États-Unis étaient, et ils le sont toujours aujourd'hui, un pays d'avant-garde dans le domaine technologique et scientifique. Et cela intéressait beaucoup notre pays, toutes ces technologies modernes que les Américains ne voulaient pas nous transmettre eux-mêmes. Et pendant cette rencontre de mon père avec Staline, celui-ci a prononcé une phrase étonnante. Il a dit « Prenez soin de votre épouse ». Cela veut dire qu'il connaissait Elisabeta Zaroubina. Tout a commencé dans les années 30. Les services secrets m'avaient ordonné de partager ma vie avec un type très étrange, Yakov Blumkin. Je l'avais suivi en Turquie. Il s'était rangé du côté de Trotsky et complotait contre Staline. Un jour, j'ai reçu un nouvel ordre de Moscou. Tu organises son arrestation et tu le fais transférer en URSS. Je savais bien qu'un peloton d'exécution l'attendait là-bas. Quand il a été arrêté, j'étais là, devant lui. Et il m'a dit « Je savais que c'est toi qui me trahirais. » C'est une intrigue digne d'Alexandre Dumas. Alors ce coup d'éclat, qui n'est pas absolument brillant, même s'il montre une capacité évidente pour le renseignement, la bombarde tout de suite dans les organes, comme on dit déjà, à un poste beaucoup plus élevé. On se dit que voilà, une fille qui n'a pas froid aux yeux, ça m'intéressait au plus haut point pour les services soviétiques. Par ailleurs, c'est une belle fille, avec un type très roumain, avec des yeux de braise, des cheveux noirs, d'une grande intelligence et d'une grande subtilité. J'avais déjà tourné la page Blumkin et j'avais fait une demande pour revenir en Europe. Moscou m'a envoyé au Danemark auprès d'un de nos agents déjà très réputé. Copenhague reste l'un de mes plus beaux souvenirs grâce à cet homme,
Vassili Zaroubine. Celui qui allait devenir mon mari et l'homme de ma vie. Notre mission nous a emmenés à travers toute l'Europe. Et puis nous nous sommes arrêtés à Paris pendant 2 ans. Je connaissais Paris, j'y avais été étudiante à la Sorbonne. C'est là qu'est né Piotr Vassilievitch, notre fils. Ces 2 personnes, mon père et ma mère, étaient très différentes, complètement différentes. Et en même temps, ils se complétaient à merveille. Lui, il était dynamique, combatif, c'était un homme courageux, mais la culture générale de ma mère était beaucoup plus riche. Élisabeth et son mari arrivent en Allemagne, alors submergés par l'irrésistible montée du nazisme et de l'antisémitisme. Loin de fuir cette terrible tempête de la persécution anti-juive, la juive convaincue et militante qu'est Élisabeth pose au péril de sa vie les premières bases de son œuvre de recrutement et de création de réseaux. Le risque que courait cette femme, dont le nom de jeune fille était Rosenzweig, était énorme. Elle travaillait littéralement en étant sur une lame de rasoir. Elle aurait pu être arrêtée à n'importe quel moment. Et si les Allemands avaient trouvé quelque chose, un indice, elle aurait été exécutée immédiatement, sans passer par un camp de concentration. La peur était là, bien sûr, omniprésente, mais je devais rester pour tous ces gens, pour les aider à fuir cette barbarie. Alors j'ai pris des contacts et j'ai créé des réseaux pour les faire sortir d'Allemagne. En faisant cela, j'ai rencontré beaucoup de gens, et parmi eux, j'ai recruté des agents. C'est dans ces années terribles que j'ai vraiment commencé à mettre au point mes méthodes de réseau. Dans toute l'Europe de l'Est de cette époque, les persécutions anti-juives sont extrêmement nombreuses. Le Parti communiste est assez spontanément et sans calcul préalable sensible à cette situation et trouve à recruter des gens qui sont dans des situations précaires. Certains, ensuite, trouveront leur place dans le renseignement. C'est tout à fait évident. Donc oui, Elisabeth Rosenzweig a dû, à un moment donné, participer aussi à cette action. Elle a effectivement envoyé aux États-Unis plusieurs personnes pour les infiltrer dans la vie américaine. Si on utilise la terminologie du renseignement, on appelait ces personnes des agents dormants. Ces agents ont été endormis pendant 8 ou 9 ans. Et ils ont été réveillés quand les Zaroubine, Vassili et Elisabeth sont arrivés à New York en 1941. C'est précisément Zaroubina qui les a réveillés. Je suis allée en Amérique pour la première fois en 1936. À Moscou, on avait déjà fait des États-Unis notre première cible de renseignement. Et j'y suis allée à ce moment-là pour établir des contacts et créer des réseaux d'influence. J'ai alors traversé toute l'Amérique d'est en ouest et du nord au sud et je me suis immergée dans la vraie vie américaine. Les gens, les villes, les paysages. C'était pour moi très important de bien connaître les mœurs et la façon de vivre de ces Américains que j'allais espionner. Mon voyage avait aussi un autre objectif, approcher des personnalités célèbres et très influentes et créer avec elles une relation de confiance. Il y avait un nom auquel nos dirigeants étaient très sensibles, celui du grand savant Einstein. Et je savais tout ce qu'un tel personnage pourrait un jour m'apporter. Sa contribution scientifique a quand même été essentielle dans le fait d'avoir élaboré le principe même de la bombe. Et en plus, c'est un juif allemand. Donc, il me paraît évident, du point de vue soviétique, qu'il était intéressant d'essayer, au moins, de circonvenir Einstein et d'obtenir de lui des infos.
On a toujours eu des gens qui rôdaient autour d'Einstein dans l'espoir de voir ce qu'il faisait et comment on pouvait utiliser son action au mieux des intérêts soviétiques. Même sa dernière maîtresse, une belle tchèque, Konenkova, qu'on lui envoyait à Princeton, était une agente des services soviétiques. Zarubina connaissait de longue date Margarita Konenkova, la femme du sculpteur Konenkov qui a réalisé la célèbre statue d'Einstein à Princeton. Elle l'avait recrutée dès 1936. Einstein était amoureux d'elle. Et un jour, Einstein lui a dit qu'il était sur le point de faire une immense découverte. Margarita l'a raconté à Lisa, et Lisa lui a demandé « Peut-être pourrait-il te raconter de quelle découverte il s'agit ?» Margarita m'a répondu qu'elle n'y comprenait rien. Alors je lui ai dit « Retourne quand même le voir et interroge-le de nouveau. Je suis sûre que lui saura trouver un moyen de te faire comprendre. » Elle est retournée voir Einstein et il lui a dessiné des esquisses avec des explications bien placées. Mais quand il lui a tendu les feuilles avec les croquis, elle les a tout bonnement refusées en disant « Non, je n'en veux pas. À quoi cela pourrait-il me servir ?» Elle avait une excellente mémoire. Après avoir rendu les feuilles à Einstein, elle avait retenu toutes les images. Et lors d'une rencontre avec Elisaveta, elle lui a tout reproduit de mémoire. Elle a essayé de lui expliquer ce que lui racontait notre bon vieil ami Einstein. Le 6 janvier 1939, une information bouleverse le monde scientifique. Deux savants allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, publient un article dans lequel ils démontrent la possibilité de la fragmentation de l'uranium. L'Allemagne nazie est en marche vers l'arme nucléaire. Leo Szilard, un physicien hongrois d'origine juive émigré aux USA, est le premier à réagir à cet article. Il pensait depuis longtemps aux possibilités d'une arme nucléaire. Il était donc le mieux placé pour comprendre toute la portée de cette découverte. Il a aussitôt voulu avertir le président Roosevelt, mais il savait qu'il n'avait pas la notoriété suffisante pour l'atteindre. C'est pourquoi il est allé voir Einstein. Einstein était déjà très connu à l'époque, autant qu'aujourd'hui, et Szilard l'a convaincu d'écrire avec lui une lettre qu'ils ont ensuite envoyée au président des États-Unis. Cette lettre est datée du 2 août 1939. Dans sa réponse, Roosevelt l'informe de sa décision de créer un comité pour étudier l'exploitation de l'uranium. C'est la première marche du futur grand programme atomique américain. C'est comme cela que le plan Manhattan a commencé. À ce moment-là, il n'était pas encore connu sous ce nom. C'était le comité uranium, un simple programme de recherche. Le véritable plan atomique prendra encore du temps avant sa mise en œuvre. La commission d'études qu'il nomme est composée de militaires qui ne croient évidemment pas aux armes nouvelles parce que ça les mettrait au chômage. Il y a un général qui dit dans une réunion à Einstein, vous savez, les guerres se gagnent par le moral, le supérieur des combattants. Et Einstein s'impatiente, il dit, je me demande ce que je fais ici, et surtout, je me demande à quoi servent les impôts que je paye, si vous avez des idées pareilles. Bon, je laisse cette préhistoire de l'arme nucléaire, mais elle est intéressante par son côté artisanal et non délibéré, même dans un pays qui, comme les États-Unis, dispose maintenant de l'essentiel des forces intellectuelles pour bâtir cette arme. Nous avons quitté Moscou en 1941. Je me rappelle très bien de cette nuit-là. C'était celle du 13 octobre. Vassili est rentré de son entretien avec Staline et il m'a dit « Dans 2 jours, nous partons pour les États-Unis ». Nous avons quitté notre patrie avec la pensée que peut-être nous ne la reverrions jamais. Et pourtant, j'étais remplie d'énergie et d'enthousiasme. Nous ne parlions pas encore de bombes atomiques, mais je pressentais que cette mission allait me permettre d'agir sur l'histoire. Pendant la guerre, ce n'était pas simple pour aller aux États-Unis. Voici comment nous avons voyagé. D'abord, nous avons pris le train pour le Kazakhstan, Alma-Ata, et de là, nous avons pris un petit avion, d'ailleurs de fabrication allemande.
Nous avons traversé toute la Chine en nous posant par-ci, par-là, via Hong Kong, et puis nous sommes arrivés à Manille, aux Philippines. Là-bas, nous avons attendu pendant un moment un bateau américain, un paquebot, sur lequel nous avons traversé le Pacifique. Quand notre paquebot s'est retrouvé au milieu de l'océan Pacifique, le Japon a attaqué les États-Unis à Pearl Harbor. Et notre paquebot civil s'est retrouvé au milieu de la zone de combat. Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise des Japonais sur Pearl Harbor fait brusquement basculer l'histoire. Les États-Unis, restés jusque-là dans une neutralité ambiguë, entrent directement en guerre. Le comité uranium lancé par Roosevelt, jugé trop poussif, prend alors une autre dimension. L'acharnement mis par les deux belligérants japonais et allemands convainc Roosevelt qu'une véritable course de vitesse est engagée et les Américains vont commencer à mettre des ressources importantes, très importantes même, dans la réalisation d'une bombe atomique. Le véritable projet Manhattan constitue un grand effort national. Il emploie plus de 100 000 personnes. Vous ne pouvez pas faire la bombe sans uranium enrichi et sans plutonium. La plupart des gens employés par le plan Manhattan travaillaient sur cette exploitation de l'uranium dans d'immenses bâtiments construits pour l'occasion. Plus particulièrement, la production d'uranium était située à Oak Ridge, dans le Tennessee, et celle du plutonium dans l'autre grand laboratoire à Hanford, dans l'État de Washington. Il n'y aurait pas eu de bombe atomique sans ces deux sites principaux. À Moscou, on s'active aussi sur le front du nucléaire. Staline, même s'il ne croit pas ou ne veut pas croire à la bombe, est informé par ses services de renseignement de l'engagement américain dans l'aventure atomique. Staline apprend que les Américains sont en train d'essayer de concevoir une bombe d'un modèle complètement nouveau, la bombe atomique. Et Staline sait qu'il doit lui aussi essayer d'abord de surprendre ce secret militaire et de chercher à son tour, avec ses savants, à construire une bombe atomique. L'URSS a d'excellents scientifiques, mais l'industrie de l'URSS avait été dévastée lors de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1942, Staline confie la mise en œuvre du plan atomique à Laurenti Beria, le grand chef de la sécurité intérieure et extérieure de l'URSS. Le fait que Beria est directement en charge du problème signifie que la force sur laquelle tout repose, au départ au moins, c'est les capacités d'espionnage aux États-Unis même. Le travail sur le projet nucléaire a reçu dans les services de renseignement un nom codé, Opération Enormos, ou le projet Enormos, ce qui est traduit comme énorme, immense, bref, comme quelque chose de sérieux. Nous avons d'abord vécu à New York, et puis nous nous sommes installés à Washington. C'était vers la fin 42. Vassili est devenu un haut représentant officiel, le numéro 3 de l'ambassade. En réalité, il dirigeait tous nos agents sur le territoire américain depuis ce bâtiment. Moi, je n'avais aucun statut officiel. J'étais ce qu'on appelle un résident illégal. Cela me convenait parfaitement. J'étais moins surveillée, je pouvais me déplacer librement pour retrouver mes contacts à travers tout le pays. Quand nous avons tous emménagé à Washington, au début de l'année 1943, mon père est devenu l'agent de renseignement le plus important sur tout le continent américain. Je ne le savais pas à l'époque, bien sûr, et je l'ai senti assez rapidement parce que mon père a commencé à m'assigner des tâches. Parfois, avant de sortir de la maison, il disait « Vas-y, fais le tour de la maison et regarde ce qui se passe autour. » Je rentrais et je lui racontais qu'au coin de la rue, j'avais vu une voiture avec 2 hommes dedans,
ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que ça se passait. Vous savez, j'étais enfant, j'avais 10-11 ans. Je ne comprenais pas trop, mais de temps en temps, mes parents, tantôt mon père, tantôt ma mère, tantôt tous les deux ensemble, disparaissaient pour un jour ou deux. À l'époque, je ne comprenais pas où ils partaient. Donc, comme ils disparaissaient de la maison, ça voulait dire qu'ils travaillaient sur quelque chose. Le 17 septembre 1942, les autorités américaines nomment Leslie Groves à la tête du plan atomique. Un colonel que l'on promeut pour l'occasion au titre de général. C'est lui qui trouve le nom de Manhattan Project. Groves n'était pas un scientifique, c'était un ingénieur. Il venait de construire le building du Patagone, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Après cette réalisation, il avait pensé être envoyé au combat en Europe ou dans le Pacifique. Aussi était-il déçu quand il a appris sa nomination à la tête de ce plan secret. Moins d'un mois après sa nomination, le 8 octobre, Groves rencontre Oppenheimer à Berkeley. Le 25 février 1943, bien qu'il ne fasse pas l'unanimité, Oppenheimer, imposé par Groves, devient le directeur scientifique du plan Manhattan. Ainsi entrait en scène celui qui allait rester dans l'histoire comme le père de la première bombe atomique. Robert Oppenheimer était un homme vraiment complexe. Ses parents étaient des émigrés allemands, mais lui-même est né à New York. Il s'est révélé très tôt un brillant étudiant, très en avance. Un jour, son professeur l'a renvoyé à la bibliothèque parce qu'il en savait plus que lui. Il est entré ensuite à l'université d'Harvard et il a été diplômé au bout de 3 ans. Plusieurs universités à travers le pays lui ont offert un poste, mais il a choisi Berkeley, où il a travaillé sur le cyclotron. Et il a amené la physique nucléaire à l'ouest du pays, qui était alors un désert dans ce domaine. Groves et Oppenheimer, le militaire et le scientifique, le couple mythique de l'aventure atomique américaine. Deux personnages que tout opposait et qui allaient pourtant former l'attelage parfait pour conduire la locomotive nucléaire. Je pense que Groves a choisi Oppenheimer pour 2 raisons. La première est qu'il a été capable de lui expliquer avec des mots simples tout ce que devait être ce plan atomique. Et la deuxième raison est qu'Oppenheimer était jeune et avide de célébrité. Il y avait d'autres scientifiques ou physiciens plus réputés qui auraient pu être choisis. Mais Groves voulait quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui ne compterait pas son temps et qui travaillerait dur. Pas quelqu'un qui dirait « j'ai déjà le prix Nobel ». Et Oppenheimer était définitivement l'homme qui convenait. La première mission que Groves assigne à Oppenheimer consiste dans le choix et le recrutement des savants. C'est un fabuleux challenge à relever. Oppenheimer devient une sorte de coach scientifique chargé de composer la plus extraordinaire équipe de savants que l'on ait vue. Oppenheimer était capable de recruter les meilleurs talents scientifiques à travers tout le pays. Il allait les voir et il leur disait « Nous travaillons sur un plan top secret et je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Mais si vous acceptez, vous viendrez nous rejoindre dans un très bel endroit des États-Unis et vous participerez à un projet très important pour l'effort de guerre. » À cette époque, Oppenheimer a recruté lui-même les grands patrons des laboratoires. Des gens comme Robert Parker, Hans Bethe, Enrico Fermi, et ceux-ci travaillaient avec les meilleurs étudiants en qui ils avaient une grande confiance. Ce fut vraiment une incroyable collection de génie scientifique. J'avais très vite compris que la cible à viser, c'était les savants. Le plan Manhattan était une gigantesque machine et il évoluait comme un animal monstrueux. Moi, j'agis comme les grands prédateurs. Ils attaquent toujours à la tête. Et la tête de Manhattan, c'était cette réunion de savants. J'avais eu les contacts en 1936. Je savais comment les atteindre. J'avais toutes les clés. C'était ma mission. Je ne devais pas échouer. Dans son premier voyage en 1936, visitant la côte ouest,
Elle est devenue l'amie de la femme d'Oppenheimer, puisque la femme d'Oppenheimer était une militante communiste ouverte, qui elle distribuait des tracts et prenait position, participait aux élections. Et elles ont sympathisé tout naturellement. Elle soutenait énormément Lisa, avec qui elle était très amie. Elle l'aidait à entrer dans l'intimité de Robert Oppenheimer, son mari. Oppenheimer avait été imposé par Groves, malgré de fortes réticences quant à son passé politique. Mais la question de sa véritable relation au communisme restait comme une ombre portée sur son choix à la tête du programme atomique. Durant la Grande Dépression, Robert Oppenheimer a commencé à être publiquement connu pour ses positions de gauche. Durant les années 30, dans les universités et à travers le pays, on supportait le Parti communiste. C'était au moment où le fascisme et le nazisme explosaient en Europe. Et les seuls qui s'y opposaient vraiment, c'étaient les personnes proches du Parti communiste. Il s'est alors radicalisé, politisé, et avant la Seconde Guerre mondiale, le FBI a mis Robert Oppenheimer sur sa liste de personnes à surveiller. Et éclate la bombe du pacte germano-soviétique. Et là, tous les témoignages le montrent, Oppenheimer a rompu avec eux. Lorsqu'il est désigné par Leslie Groves, il n'était plus intéressé par les soviétiques et par le communisme. Il était intéressé par la puissance américaine, mais il restait un homme de gauche. Le général Groves se confrontait maintenant au deuxième grand challenge de l'organisation du plan. Réunir en un même lieu tous les savants recrutés qui étaient alors disséminés dans les universités aux quatre coins des États-Unis. Les savants étaient disséminés à travers toutes les universités du pays. Et pour communiquer entre eux, il ne suffisait pas de téléphoner. Il fallait écrire, donner les documents à des courriers qui les mettaient dans des attachés case menottés au poignet. Ensuite, il fallait parcourir en train tout le pays. La nécessité de trouver un laboratoire central s'est vite imposée. Le lieu à trouver devait répondre à des critères. Il devait être isolé, facile à acquérir, capable d'être protégé, être loin dans les terres car on craignait les sous-marins, les attaques de commandos venus de la mer. Oppenheimer avait aussi exposé la nécessité de vastes espaces pour les essais de la bombe. Groves avait envoyé plusieurs officiers à la recherche d'un lieu approprié. Mais aucun n'avait ramené une proposition satisfaisante. Alors, Oppenheimer invita le général Groves à l'accompagner dans une exploration des somptueux paysages du Nouveau-Mexique et le persuada très vite que le lieu idéal se trouvait ici. Oppenheimer est venu au Nouveau-Mexique lorsqu'il était jeune. Il avait été malade pendant 1 an et on l'avait envoyé reprendre des fosses dans le nord du Nouveau-Mexique lors du dernier mois de sa convalescence. Et il est tombé amoureux de cette région. Los Alamos a ainsi été choisi par Oppenheimer. C'était à ses yeux le lieu idéal, et Groves a approuvé son choix. La formidable logistique du plan Manhattan allait aussitôt investir cet impressionnant décor de western. Maintenant, les meilleurs savants du pays qui affluaient de tous les États pouvaient s'installer. Tout était à construire et à faire sortir de terre. Mais l'aventure atomique de Los Alamos pouvait désormais commencer. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse ruée vers l'or au XIXe siècle. Quel que soit l'endroit où on trouvait de l'or, en une nuit poussait une ville champignon. Je pense que Los Alamos a été réellement une ville champignon, atomique. On a construit en quelques mois un laboratoire, des bâtiments d'habitation, tous les bâtiments administratifs et les bâtiments techniques pour l'uranium et le plutonium. Tout cela a été très, très vite. C'est un jour en roulant vers Santa Fe et Albuquerque que j'imaginais mon plan pour atteindre les secrets de la bombe américaine. Tout Los Alamos était en proie à une frénésie de sécurité et de contrôle, mais je n'aurais même pas à y entrer moi-même.
Il s'agissait d'y introduire d'autres savants, nos complices, qui seraient nos contacts à l'intérieur. À l'origine, Los Alamos est un site militaire, et tous les gens qui s'y trouvaient devaient être des militaires, Oppenheimer inclus. Il devait être fait lieutenant-colonel. Il avait même déjà commandé son uniforme. Le problème, c'est que les savants qu'il essayait de recruter faisaient déjà des recherches en tant que civils sur des projets militaires importants. Moi, je suis un universitaire, et nous sommes d'un esprit très indépendant. J'enseigne comme je veux, et personne ne nous dit comment il faut enseigner. C'est assez différent des militaires. Cela a donné lieu à des conflits avec ces savants très intelligents. Ils avaient le sentiment que l'armée les brimait. Mais il y a eu des tentatives pour que les savants se plient aux règles militaires. Il y avait parmi eux un homme merveilleux, Richard Friedman. Il était le clown de la bande. Il trouvait des ouvertures dans la clôture et il sortait du camp. Puis il repassait par le poste de contrôle, puis il recommençait. Et on lui demandait « Mais quand êtes-vous sorti ?» Ce rapport tendu entre les militaires et les savants nous introduit au cœur de la dimension humaine de Los Alamos. La suspicion de déloyauté conçue dès le départ à l'encontre de savants aux origines les plus diverses ne s'est jamais démentie. On sait que ces gens viennent de gauche et même de l'ultra-gauche. Donc on les surveille, on se méfie. Ils sont l'objet d'une suspicion extraordinaire des militaires américains, qui eux ne sont pas forcément progressistes, ils sont même loin d'être progressistes. Les savants ont été recrutés pour leur talent scientifique. Ce n'est qu'après qu'on a évalué et vérifié leur passé personnel. Et cela ne s'est pas réellement posé comme un gros problème. Ils sont maîtres du jeu, forcément. On avait besoin d'eux. On ne pouvait pas agir sans eux. Donc, d'une certaine façon, c'est eux qui détenaient la puissance. Ça devait être un climat, une atmosphère tout à fait étonnante, Los Alamos. Le pouvoir scientifique et le pouvoir militaire étaient condamnés à s'entendre pour le succès de la recherche atomique. Les deux hommes qui incarnaient ces pouvoirs, et que liait une confiance réciproque, allaient se rejoindre pour accorder des modes de fonctionnement souvent opposés. Groves ne voulait pas que ce savoir soit partagé. Il voulait compartimenter. C'était l'un des motifs de conflit entre savants et militaires. Les savants disaient « on a besoin de savoir sur quoi chacun travaille ». Donc Oppenheimer a poussé pour plus de communication entre les savants et les différentes disciplines. Et finalement, Groves l'a autorisé à contre-cœur car il ne le voulait vraiment pas. Il a dû prendre conscience qu'il y avait une différence entre sécurité et secret. Les scientifiques s'imposaient eux-mêmes le secret. Ils comprenaient le besoin de garder la plupart de ces informations secrètes à cause des conséquences potentielles. Ma longue expérience m'a appris que pour obtenir leurs secrets, il faut entrer dans l'histoire de ceux qui les détiennent. Car c'est notre histoire personnelle qui détermine nos comportements. La plus grande partie des savants qui vivaient dans ces maisons en bois, ici à Los Alamos, étaient des immigrés juifs venus d'Europe, chassés par l'antisémitisme. Leur histoire, je la connaissais bien. Je l'avais vécue moi-même en Allemagne, et j'en avais même rencontré certains que j'avais aidés à fuir. Je pense qu'il n'y aurait certainement pas de bombe atomique si une bonne partie de ces gens qui étaient là n'étaient pas des réfugiés de l'Europe occupée, et qu'ils n'avaient pas fait l'expérience directe du mal absolu que représentait Hitler. Pour la plupart des physiciens nucléaires, le spectre de la possession de la bombe par les nazis les motivait à travailler dur. Une partie de la famille d'Oppenheimer a été tuée en Allemagne. Enrico Fermi a dû fuir l'Italie parce que sa femme était juive. C'était des situations très personnelles pour la plupart d'entre eux.
La recherche scientifique menée à Los Alamos est unique et souvent terrible pour les savants. Car pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques travaillent à la mise au point d'une arme qui peut détruire toute l'humanité. Quel savant ne s'interrogerait-il pas au fond de lui-même sur son rôle dans cette aventure apocalyptique? Les savants sont à la fois emportés par leur travail, parce qu'ils sont à la veille de découvrir des choses formidables, inquiétantes mais formidables. En même temps, ils prennent conscience de s'aventurer dans un domaine extrêmement dangereux. Ce sont des cas de conscience extraordinaires qu'ont dû vivre ces savants de Los Alamos. À un moment donné, ils ont dû avoir l'impression d'avoir eu droit de vie et de mort sur l'humanité. Ça, c'est terrible. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Personne ne souhaitait lâcher une bombe nucléaire sur une ville, mais ils avaient conscience que s'ils créaient la bombe, ils pourraient arrêter plus vite le conflit, le plus terrible que l'humanité ait connu. Aussi, ils pesaient le pour et le contre. Oppenheimer en est le parfait exemple. Je pense qu'il aurait été plus heureux si la bombe avait été une impossibilité physique, mais elle était possible. Il savait bien ce que les armes nucléaires allaient provoquer. Et je pense que cela a vraiment pesé sur sa conscience, le fait de se dire qu'il a donné au monde cette technologie. Parfois, son visage paraissait torturé, inquiet ou ailleurs. En regardant les photos, on se demande ce qui se passe sur ce visage. Parce que ça se voit à son expression que quelque chose le trouble, et même le torture. Dès la première fois où je l'ai vu, je l'ai lu dans ses yeux. Tous ses combats intérieurs s'y reflétaient comme dans un miroir. Et je me disais, un tel homme, même avec son génie, est vulnérable. Dans le camp retranché de Los Alamos, nous savions qu'une vie quotidienne s'installait. Une vraie société autonome avec ses rites communautaires. Mais à l'extérieur, le monde continuait son existence. L'histoire poursuivait sa route tumultueuse. La faille était là, derrière cet isolement. Leurs interrogations sur la bombe atomique devaient ramener les savants à une actualité de plus en plus pressante. Dans la confiance que j'avais su créer, il me suffisait d'être au bon endroit, au bon moment. On pense que dans la popote de Los Alamos, dans les heures d'attente, on parlait beaucoup. Et je vois tout à fait une partie de ces gens discutant, je dirais presque intellectuellement, de ce que va être l'avenir de la bombe, et ayant l'idée qu'il ne faudrait pas que l'Union soviétique meure ignorante. Ces savants ont compris, et parmi les premiers, que si un seul pays possédait cette arme terrifiante, il ne pourrait en résulter qu'un drame futur, quoi, parce que ce serait tellement tentant pour asseoir sa suprématie internationale de l'utiliser. Les scientifiques américains voulaient associer l'Union soviétique, parce que c'était clair que c'était un adversaire des États-Unis. C'est la première chose. Ensuite, c'était aussi clair que c'était un État qui avait des possibilités de créer son contrepoids. Il y avait peu de chances pour que d'autres pays puissent contrebalancer la puissance des États-Unis. Mais l'URSS pouvait le faire. Elle en avait les ressources, tant matérielles, intellectuelles qu'idéologiques. C'est pourquoi il n'y avait pas d'autre choix. Et à un moment donné, certains ont dû, ça c'est mon hypothèse personnelle, décider de transmettre un certain nombre de choses qu'ils savaient à des gens qui eux-mêmes seraient en mesure de les faire sortir. Parce que je ne vois pas, sans des complicités importantes, une telle avalanche de papier et d'informations qui vont inonder littéralement les laboratoires soviétiques. Vous pouvez avoir des opinions extrêmes dans une direction ou dans une autre. Cela ne signifie pas que vous allez trahir votre pays.
J'ai le sentiment qu'Oppenheimer a été un citoyen américain loyal. Il a été approché indirectement pour livrer les secrets de Los Alamos aux soviétiques. Mais il a dit qu'il pensait que ce n'était pas le bon chemin à prendre. Si cela devait être fait, ce serait par des gens bien plus haut placés dans le gouvernement. Cela serait une affaire entre le gouvernement américain et le gouvernement soviétique, qui était alors notre allié. J'ai le sentiment qu'une fois que les États-Unis sont entrés en guerre et qu'Oppenheimer a rejoint le projet Manhattan, il est devenu un citoyen américain loyal et n'a pas livré de secrets. Désigner tous ceux qui ont ouvertement travaillé pour nous, parmi les scientifiques américains, nous ne pouvons pas le faire, en raison de considérations éthiques. Le cas de Léo Szilard m'avait fait réfléchir. Il avait manifesté trop ouvertement sa sympathie pour l'URSS, et il avait été interdit à Los Alamos. Il ne fallait pas que cela arrive aux autres savants, et surtout pas à Oppenheimer. J'ai souvent abordé la question chez lui. Le drame d'Oppenheimer, c'était sa fidélité. Fidélité à son pays, mais aussi fidélité à ses idées progressistes. On devait le protéger contre lui-même. Aussi, je ne l'ai jamais poussé à mettre en avant ses opinions. Elle avait d'autres objectifs. Elle voulait, en particulier, le contraire. Demander à Oppenheimer d'exprimer moins de sympathie pour l'URSS, pour le mouvement progressiste, autrement dit, et d'être plus discret sur ce plan. N'oublions pas que quand Zarubina s'est adressé à Oppenheimer pour lui demander d'accorder un poste à plusieurs Allemands antifascistes, il a accepté. Et ces gens ont été embauchés. Ces hommes avaient fui l'Allemagne pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Et parmi ces quelques personnes qui ont été embauchées pour travailler sur la bombe atomique, se trouvait cet homme, Klaus Fuchs. Klaus Fuchs était un vrai militant, et son activisme pro-communiste était de notoriété publique. Arrêté en 1950 aux États-Unis, il a passé 9 ans dans les prisons américaines. Libéré, il est revenu en Allemagne de l'Est, où il a été reçu en héros national et a été décoré. À l'exemple de Fuchs, j'ai fait entrer d'autres savants complices. Ils joueront plus tard un rôle de fusible pour préserver Oppenheimer et son équipe. Mais ici, ce sont eux, comme Pontecorvo ou Hall, qui sans scrupule vont assurer la transmission des informations. Ted Hall était juste un adolescent, diplômé d'Harvard à 18 ans. À Los Alamos, il travaillait sur les masses critiques, sur la quantité de matière nécessaire pour faire la bombe atomique. Il travaillait sur les 2 projets de bombes, Little Boy et Fat Man, et il se trouvait ainsi dans une position où il pouvait transmettre beaucoup d'informations sensibles. Theodore Hall était connu sous le pseudonyme Mlad, et il transmettait les documents par paquets, je souligne, par paquets, directement de Los Alamos via des agents soviétiques. Nous avions établi nos bases tout autour de Los Alamos, particulièrement à Santa Fe et Albuquerque. Beaucoup de nos agents s'y étaient installés. D'ailleurs, ces villes étaient devenues de véritables nids d'espions de toute origine et de toute nationalité. À Santa Fe, nous avions même racheté un fast-food qui est devenu notre relais principal. Nos savants complices, comme Fuchs ou Hall, sortaient les documents de Los Alamos et les remettaient à des agents que j'avais appelés des messagers. Ceux-ci prenaient le train à la gare d'Albuquerque pour amener les documents jusqu'à Washington, d'où ils étaient expédiés jusqu'à Moscou, par valise diplomatique. Le système était parfaitement verrouillé. Et en plus, on doublait les filières de transmission. Chacun ignorant le rôle des autres acteurs de la chaîne. Ma mère était en contact avec 18 agents. Je pense que personne parmi eux ne devait connaître son vrai nom.
C'était un système déjà bien huilé. La liaison était bien établie. Et il y avait ces gens formidables, Maurice et Leontina Cohen-Kroger. Ils assuraient la liaison et réceptionnaient les documents. Maurice Cohen était le chef du réseau que j'avais mis en place autour de Los Alamos. Quant à Lona Cohen, elle était la plus brillante de nos messagers. Un jour, Lona est allée à la gare d'Albuquerque. On était en 1945 et elle avait sur elle les ultimes documents. Partout, les inspecteurs du FBI. Elle entre dans les toilettes et là, elle fourre les documents dans une boîte de Kleenex. Au moment du contrôle, elle la donne à un inspecteur et feint de l'oublier entre ses mains. Et elle monte dans le train. Lona m'a confié qu'elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle faisait, mais qu'une voix intérieure lui avait affirmé qu'il lui ramènerait la boîte de Kleenex. C'est ce qu'il a fait. Quelques mois auparavant, à la fin de l'été 1944, Elisabeth Zarubina et son mari avaient été brusquement rappelés à Moscou par le KGB. L'organisation mise en place par Elisabeth fonctionnait rondement par elle-même et l'opération d'espionnage touchait à son terme avec un plein succès. Les informations dérobées à Los Alamos ne cessaient d'enrichir les laboratoires du plan atomique soviétique. Mais ce départ inopiné du couple d'espions était très étonnant. Et surtout, il était accompagné de relents de scandales et de trahisons. À l'époque, je ne savais pas pourquoi. On m'a simplement dit « Demain, on prend l'avion ». Et c'est tout. Aujourd'hui, j'en connais très bien la raison. C'est un adjoint de mon père, un certain Mironov. Il a écrit une lettre à Staline, il a écrit à Hoover. Et il a affirmé que ma mère était une espionne allemande et que mon père était un espion japonais. Il a donné la liste de tous les agents de renseignement de l'ambassade. Tous. Ils n'ont pas été arrêtés, mais les interrogatoires étaient durs, surtout en ce qui concerne Vassili. Lisa, elle, était hors de soupçon particulier. L'enquête a duré 6 mois et s'est arrêtée. Toutes les accusations contre nous sont tombées. On m'a même décerné l'Étoile rouge, la plus haute distinction militaire. Quand la bombe américaine a été lâchée sur le Japon, j'étais à Moscou. J'ai vu les images d'Hiroshima et de Nagasaki. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces savants pacifistes, Robert Oppenheimer en tête, qui étaient à l'origine de cette horreur absolue. Il y avait alors des hommes politiques américains qui pensaient qu'avec l'arme atomique, le XXe siècle serait le siècle américain. Et des documents montrent que certains hommes politiques et certains dirigeants, même avant la fin de la guerre, voulaient vraiment cela. Même un pays qui démarre démocratique, mais qui dispose d'un tel moyen sans aucun contrepoids, finit comme une dictature. Et d'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse, nous l'avons eu. En 1945, Hiroshima permettrait directement aux Américains d'occuper le Japon sans combat et de créer un vice-empereur américain en la personne du général MacArthur. Or, MacArthur est soumis à aucun contrôle démocratique. L'explosion de la bombe soviétique dans le Kazakhstan crée une nouvelle situation historique. Les États-Unis ne sont plus les seuls à détenir l'arme absolue. Face à eux, l'URSS accède au rang de superpuissance et peut désormais traiter d'égal à égal. Les Américains ont été choqués quand ils ont découvert que l'URSS avait la bombe atomique. Les décideurs de Washington pensaient que les Soviétiques étaient en retard de 2, voire 10 ans. Mais en août 1949, personne ne s'y attendait. The impasse that now exists regarding the international control of atomic energy must be broken, and the Assembly must face this question squarely for the sake of mankind and for the peace of the world. Ce que sans doute n'avaient pas prévu les savants, c'est que grâce à l'espionnage,
On allait vivre quand même quelques décennies de coexistence pacifique entre les deux blocs. Au final, on a assisté à la création de ce monde que l'on appelle bipolaire, qui a tenu le coup, Dieu merci, jusqu'en 1991. Ça a permis de maintenir beaucoup plus de stabilité dans le monde qu'aujourd'hui. Pour cela, on peut remercier les services de renseignement et les scientifiques américains, et les nôtres, qui ont créé la bombe. Le directeur des services qui m'a recruté m'a dit un jour « L'anonymat est la meilleure récompense pour un agent secret. Mais pour moi, la vraie récompense, c'est que je sais bien, moi, ce que j'ai fait pour que l'URSS ait la bombe atomique. » Ma mère a été jetée des services de renseignement après la guerre. Elle ne s'est jamais plainte, mais elle n'a jamais pardonné. La mort de Zarubina était inattendue. Je pense qu'elle aurait pu continuer à vivre. Mais en sortant d'un bus, elle est tombée, elle s'est cassé une jambe et a subi une opération. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense qu'elle a emporté beaucoup de secrets dans sa tombe. À mon avis, les gens qui choisissent le métier d'agent de renseignement, surtout quand on est agent illégal, doivent s'attendre à ce qu'on ne parle pas d'eux et à rester dans l'oubli pendant de nombreuses années. Cela concerne surtout les agents de renseignement qui n'ont jamais été attrapés. Et ma mère n'y fait pas exception.